Если положение улучшится, я напишу письмо Сталину. Сталину? Да. Придется вызывать о помощи. Вы хотите вызвать русское наступление? Русские стоят на пороге Германии. Вы хотите, чтобы они ворвались в Германию раньше, чем мы? Друг мой, начать наступление на Германию и ворваться в Германию совсем не одно и то же. Si vous considérez que Churchill fait une erreur, on peut considérer que les Américains, presque quelques semaines auparavant ou quelques mois avant, ont fait une autre erreur. C'est de laisser délibérément l'armée rouge aller jusqu'à Berlin, alors que les armées alliées avaient la possibilité d'aller jusqu'à Berlin, mais elles ont freiné, ça fait freiner, leurs chefs les ont fait freiner. Et si Berlin n'avait pas été conquise par l'armée rouge, ça aurait peut-être aussi changé. Voilà. Dans de moindres proportions, mais l'histoire au moins de l'Europe. Que deviendra, à votre avis, Zelensky une fois la guerre finie? Est-ce que l'Occident va lui pardonner son arrogance? La CIA, malgré sa puissance, n'a jamais réussi à éliminer Fidel Castro. Qui a inventé le mythe? Est-ce que c'est l'Occident qui a inventé le mythe que l'armée russe est la deuxième armée du monde? L'impérialisme culturel de la France, qui a longtemps existé, s'est finalement beaucoup atténué, s'est effacé, s'est même peut-être depuis quelques décennies auto-effacé pour différentes raisons, notamment parce que la domination à l'extérieur de nos frontières a été par une partie des élites politiques, administratives, chez nous, considérée comme quelque chose de mal. Et Fidarovski, lui, c'est un mauvais écrivain ou bon espion? Ces agents d'influence, en fait, 99 fois sur 100, ils propagent le discours en fait, des opposants qu'ils veulent être, ils veulent qu'on les considère comme tels, mais de temps en temps, il y a toujours dans leur discours une petite chose qui fait que finalement, la propagande qu'ils sont chargés de diffuser continue à prospérer. О чем мы говорили? Вы говорили о том, что американцы всюду чувствуют себя как дома. Настало время помочь нам, господин сенатор. Как раз то самое время, о котором говорил господин Трумен. Если выигрывать будет Германия, говорил он, то следует помогать России. А если выигрывать будет Россия, то надо помогать Германии, пусть убивает как можно больше. Так? Совершенно верно. Jérôme Poirot, bonjour. On est à la librairie du Globe. J'hésite de dire librairie russe. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai l'impression que tout le monde parle de la mobilisation militaire. Moi, j'ai l'impression que les Russes n'ont jamais sorti de la mobilisation culturelle. Et ma première question, vous êtes spécialiste, si je comprends bien, de l'espionnage. Du renseignement. Pensez-vous que, en ce qui concerne la Russie, c'est plutôt le renseignement militaire qui est important ou le renseignement paraculturel? C'est une immense question, mais ce qui est certain, c'est que la Russie, puis l'URSS et maintenant de nouveau la Russie, ont toujours été, depuis très longtemps, à mon sens depuis au moins le XVIe siècle, un très grand pays de renseignement. Et à mon avis, ce qui caractérise ce pays, sous ses différentes formes jusqu'à aujourd'hui, c'est que l'appareil de renseignement a toujours été très intégré à l'appareil politique. Et en fait, ce qui me conduit à répondre finalement assez facilement à votre question qui est très difficile, c'est que oui, bien sûr, il y a du côté russe ou du côté soviétique, parlons de la Russie d'aujourd'hui, un appareil de renseignement très important au profit, évidemment, des opérations militaires, au profit de l'action diplomatique, ce qu'on appelle le renseignement stratégique, c'est-à-dire savoir déceler les intentions politiques des autres pays, alliés, adversaires, ennemis, peu importe. Dans ce domaine, il n'y a pas beaucoup de différence, et que l'influence soviétique, à travers la culture et différents types d'actions, a toujours été, au moins depuis, on peut dater ça, au moins depuis le début de l'époque soviétique, un vecteur très important de l'influence soviétique et russe
porté en grande partie par son appareil de renseignement, mais pas uniquement. Oui. Parce que, en fait, vous savez probablement, enfin certainement, vous savez que Trotsky, qui voulait faire la révolution mondiale, hein, avait une sœur qui s'appelait Madame Kamenev. Elle portait, enfin Bronstein, mais elle était femme de Kamenev. Et c'est elle qui finalement a fait ce renforcement de la pénétration de la culture russe dans le monde occidental. Elle a réussi. Parce qu'au lieu de viser, comme voulait faire son frère, hein, le prolétariat, elle visait les intellectuels. Et ce qui me stupéfait aujourd'hui en France, c'est que c'est un pays profondément russophile, pour ne pas dire... Enfin, même aujourd'hui, quand il y a la guerre, j'ai l'impression qu'au fond, le français a du mal à accuser la Russie d'une quelconque façon, et toujours dit... même s'ils sont méchants, mais la grande culture. Et cette grande culture, avec ses antennes qui restent à Paris, d'ailleurs, que vont-ils devenir et que deviennent les gens qui étaient les dirigeants de ces antennes? Ces nombreux maisons russes, maisons de la culture, maisons spirituelles, que vont-ils devenir? Ça dépendra à la fois du gouvernement russe et du gouvernement français. Surtout français, c'est sur votre territoire. Oui, mais ça dépend de la nature exacte des activités qui sont conduites par ces personnes et dans ces endroits. Vous ne posez pas la question, c'est évident. Non, mais tous, ça ne veut pas dire que tous, du directeur de ces maisons à l'employé le plus modeste, mènent tous des activités de renseignement. Mais bien sûr que si. Ah ben, je suis heureux de l'apprendre autour de cette table. Mais enfin, quand vous voyez qui ils invitent, qui ils promeuvent, comment ils exploitent l'héritage russe, et d'ailleurs, pourquoi ils décident que Tolstoï ou Dostoïevski, c'est leur héritage, c'est absolument pas leur héritage. Mais bien sûr que c'est un lieu de propagande. Non, mais ce qui est certain, c'était l'objet de votre question précédente, c'est que l'influence est un des vecteurs les plus importants pour imposer une politique, une vision, une domination. Et les Russes, les Soviétiques ont très bien compris cela. Et on peut noter que, disons, la propagande venant de Moscou, pour ne plus parler de l'époque soviétique ou distinguer l'époque soviétique de l'époque russe, a toujours été très importante en Occident, peut-être plus importante et plus profonde en France pour un certain nombre de raisons. Parmi celles-là, il y a eu la puissance du Parti communiste français qui a permis cette russophilie, même si ça a été une communismophilie à un moment donné, mais comme les deux phénomènes se sont superposés, alors je ne sais pas, comme vous le disiez tout à l'heure, si au fond d'eux, les Français ont toujours été ou demeurent russophiles, mais il y a une attraction, parfois une fascination, mais qui s'explique aussi parce qu'il y a peu de modèles alternatifs. Et les grands empires culturels sont l'empire américain, l'empire russe, de plus en plus l'empire chinois. L'impérialisme culturel de la France, qui a longtemps existé, s'est finalement beaucoup atténué, s'est effacé, s'est même peut-être depuis quelques décennies auto-effacé pour différentes raisons, notamment parce que la domination à l'extérieur de nos frontières a été par une partie des élites politiques, administratives, chez nous, considérée comme quelque chose de mal, qu'il fallait renoncer, alors que le combat des puissances, sur la scène internationale, se conduit parfois par la guerre, mais tous les jours à travers le combat culturel. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des gens tout à fait renseignés qui ont des illusions sur ces nombreuses organisations comme le Trianon, collaboration franco-russe, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, parce qu'il y a chez Poutine un département qui s'appelle Россотрудничество, collaboration russe, et je n'ai pas d'amis à l'intérieur, mais je sais très bien qu'on leur donne une tâche, voilà, il y a tel oligarque qui va investir au Brésil, celui-là il va investir en France. Moi-même étant éditrice,
évidemment que j'étais abordée par le ministère de la Presse, parce que leur projet était de faire une édition qui s'appelait la Bibliothèque russe, et c'était 4 millions qu'ils ont distribués chez des éditeurs. Ils ne voulaient pas réunir ça chez un des éditeurs. Quel dommage. Évidemment, je leur ai dit, écoutez, si vous faites une bibliothèque, il faut faire quelque chose d'uni. Et c'est là où j'ai compris pourquoi ils faisaient cette bibliothèque. Parce qu'au fait, ils faisaient rééditer des livres qui n'ont aucun intérêt. C'est le fameux monde russe, avec des textes du XVIe siècle. Enfin, ça n'intéresse personne. Et d'ailleurs, ça a été traduit, très très bien traduit. Mais c'était, comme ils finançaient tout, le papier, la traduction, la distribution, tout. Du coup, ils ont donné à cette édition, à cette maison d'édition, à celle-là, à celle-là et celle-là. C'est tout à fait le programme de travail de la sœur de Trotsky. Rien n'a changé. Et on continue de penser qu'il s'agit de la culture. Mais pourquoi voulez-vous que Moscou change de politique dans ce domaine? Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous ne changez pas. Pourquoi c'est... vous continuez de collaborer avec cette machine qui s'appelle la machine de FSB ou de Alors, KGB. je ne sais pas si nous, quand vous dites nous, c'est-à-dire la France. Les Français, Les Français. la France, pourquoi pas son gouvernement? Non, je ne parlerai pas de collaboration, ça me semble tout à fait excessif. Il y a effectivement cette fascination que vous décrivez, mais qui a été très bien exploitée, mise en scène. Mais de ce point de vue-là, on peut faire, notamment depuis le début du XXe siècle, et plus encore depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la guerre froide, un parallèle dans ce domaine entre ce qu'ont fait les Américains et ce qu'ont fait les Russes. La France, finalement, son élan dans ce domaine a été brisé une première fois et de manière assez brutale, même si les effets se sont produits un peu plus tard, avec les différentes décolonisations. Et son emprise culturelle qui était très forte sur toute l'Europe, disons jusque peut-être au début du XIXe siècle ou jusqu'au milieu du XIXe siècle, ensuite cette domination culturelle, elle s'est déportée, transférée en partie vers son empire. Bon, et il n'y avait plus d'empire. Et puis la place était prise pour beaucoup par les Américains, par les Russes, elle est occupée maintenant de plus en plus par les Chinois. Et il y a eu ce mouvement de repentance, d'abandon d'une forme d'impérialisme, colonialisme, peu importe. Mais si on ne lutte pas dans le champ culturel, on abandonne une partie de sa puissance. Vous voyez, il y a eu, jusqu'à une période récente, une fermeture d'un certain nombre de lycées français à l'étranger. Ce qui est, alors ça coûte cher, les lycées français à l'étranger. On peut se considérer qu'il est difficile de mesurer l'investissement, etc. Mais c'était en fait ce mouvement-là. C'est-à-dire, pourquoi faire cela? Et il se trouve que toutes ces dernières années, le président de la République actuelle, d'ailleurs, a compris que c'était un mouvement qui n'était pas une bonne chose. Et il a réinvesti dans ce domaine-là. Donc la France réouvre des lycées français à l'étranger. Je dirais que c'est vraiment le minimum qu'on puisse faire dans ce domaine-là, mais l'action que vous décrivez, que vous venez de décrire sur cet argent qui est déversé pour éditer, et pas dans un seul endroit, mais auprès de plusieurs maisons d'édition, des livres d'un intérêt limité, mais ça marque la présence. Et je crois que la plupart des pays européens, occidentaux européens, n'ont pas ce type de démarche, de réflexe, d'ambition ou de capacité à imaginer que ça peut produire des effets. Les Britanniques peut-être un peu plus que les continentaux, mais il faut dire qu'ils sont particulièrement malins. Mais les Américains aussi. D'ailleurs, ma question à propos de... Tout le monde parle de Kissinger. Moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas du tout ce monsieur, de réel politique. Je pense que la réelle politique devrait être remplacée par la politique des valeurs. Quelle ambition! Je pense qu'il n'a rien à faire. Monsieur Kissinger, qui a été prix Nobel en 1974, je pense, et qui était pour la guerre en Vietnam et qui est devenu un bienfaiteur. Et après qu'il ait reçu le prix Nobel,
la guerre en Vietnam continue encore 2 ans. Voilà qu'aujourd'hui, il nous présente sa personne comme s'il était aussi faiseur de la paix et qui demande l'Ukraine de céder des territoires. Il y a, avec ces déclarations dans une certaine presse américaine, une espèce de bombardement des articles qui tous semblent bizarrement être presque dictés par le Kremlin. Les Russes disent que Kissinger, c'est un prestataire de Kremlin. Ils le considèrent ainsi. Pensez-vous qu'il fait partie d'une liste que peut-être, grâce à votre travail, on va publier des gens qui étaient des prestataires ou financés par le Kremlin? Alors, c'est une très intéressante question que vous posez. D'ailleurs, moi-même, dans un livre, je terminais un chapitre avec cette question-là. Saura-t-on un jour qui, parmi les élites françaises, a été au service de Washington, de Moscou et de Pékin, puisqu'il y a de plus en plus aussi de gens qui se mettent au service de gré ou de force de Pékin. Ça, c'est une question qui est très très intéressante, c'est-à-dire de savoir comment les sociétés peuvent être pénétrées par des intérêts étrangers, et tout aussi intéressant, qui? Alors, de là à faire d'Henry Kissinger un suppôt du Kremlin, je n'ai évidemment aucune information sur le sujet. Ce que vous dites pourrait être troublant, mais on peut considérer qu'il puisse y avoir des gens de qualité, y compris aux États-Unis, qui sur certains sujets peuvent avoir les mêmes vues que le Kremlin, sans être pour autant stipendiés par le FSB, le SVR ou le GRU. Vous parliez de fascination, Henry Kissinger fascine aussi beaucoup ici en Occident. Dans de nombreux articles, sur nombreux plateaux de télévision, il est souvent cité, puisqu'il continue à écrire, à produire, à donner des interviews, et il est considéré un peu comme un pape en matière de relations internationales. Il a fait un certain nombre de choses, c'était effectivement un grand défenseur de la réelle politique. Vous savez, une fois un journaliste, je crois, posait la question, mais pourquoi les États-Unis soutiennent, je ne sais plus de quel dictateur il était question, si c'était en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est, il disait oui, c'est un salaud, mais c'est notre salaud. Et je pense que ça résume exactement ce qu'est la politique étrangère quand il s'agit de réelle politique. Vous avez une très noble ambition, c'est-à-dire que les relations entre États soient fondées sur le partage et le respect des valeurs. Peut-être la communauté internationale a-t-elle tenté ça après la chute de l'Union soviétique, la fin de la guerre froide? Je ne sais pas s'il a essayé. En tout état de cause, il a échoué, parce que c'est, on le voit bien, toujours la force, sous différentes formes, qui guide ce que sont les relations entre les États. Mais quand l'Union soviétique a fait la chute, en 1991, le papa Bush disait aux Ukrainiens, restez avec Gorbatchev, restez avec la Russie. Donc déjà, il a fait cette erreur, et aujourd'hui, on répète la même erreur. Ah, je ne sais pas si on répète la même erreur, mais ce que craignaient les États-Unis à l'époque, et je crois que c'est ce qu'ils craignent aujourd'hui encore, c'est le chaos. C'est-à-dire que la fin du RSS provoque un chaos qui a des répercussions. Vous savez, les Américains, la politique étrangère des États-Unis est fondée sur un certain nombre de valeurs, sur un certain nombre de principes. C'est de la réelle politique jusqu'à un certain point. Et elle est drivée, pour utiliser un mot anglais, par un principe très simple, ce sont les intérêts des États-Unis et du peuple américain. Et donc, qu'il y ait le chaos ou pas après la chute du mur, qu'il y ait le chaos ou pas après la fin de la guerre aujourd'hui en Ukraine, vu de Washington, ça n'est pas un problème si ça n'a pas de conséquences sur la sécurité nationale américaine. Mais évidemment, le chaos après 91 a eu des conséquences sur la sécurité nationale américaine, comme l'hypothèse qu'on peut formuler qu'à la fin de la guerre de l'Ukraine, il puisse y avoir une sorte de chaos en Russie. Vous savez, on évoque l'hypothèse, c'est-à-dire la même chose que ce qui s'est passé en 91. L'URSS a été disloquée, la Fédération de Russie pourrait être disloquée. Pourquoi pas? Il y a quand même de très fortes tensions à l'intérieur de cette fédération. Et ça, c'est ce que ne veulent pas les Américains, parce que le chaos, un si vaste chaos, aurait forcément des répercussions sur eux.
Pour le reste, qu'il y ait le chaos ici ou là, dans quelques endroits en Afrique ou ailleurs, ça n'a pas de conséquences sur la sécurité nationale américaine, donc ça leur va très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que Kissinger qui veut absolument que la Russie fasse partie de ce nouveau monde sans qu'il y ait du chaos, il paraphrase Poutine, parce que Poutine dit, un des collaborateurs de Poutine qui dit, s'il n'y a pas Poutine, pourquoi la Russie existerait? Pourquoi le monde existerait? Pourquoi le monde existerait sans la Russie? En fait, c'est ce que Kissinger dit dans son dernier article. Oui, mais je pense qu'à la fois on caricature ce que peut dire Henry Kissinger, et il y a un certain nombre de personnes qui s'expriment dans des interviews, dans des articles, dans des médias, dont on parfois arrive à déceler facilement quelles sont les réelles intentions. Mais pour paraphraser Michel Rocard, il n'y a pas que des gens d'une intelligence supérieure qui s'expriment non plus. Et donc, mettre côte à côte Kissinger et Vladimir Poutine me semble une erreur. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas négliger la Russie. Est-ce qu'elle sera? Elle est membre permanente du Conseil de sécurité. Est-ce que cette guerre ne nous donne pas au moins un bénéfice, c'est de fermer l'ONU. Parce que si la Russie aujourd'hui peut bloquer quelque chose, elle qui est terroriste, un État terroriste, pourquoi garder cette organisation? Quel est le dernier acte utile de l'ONU que vous pouvez citer? Alors, j'aurais pu être en difficulté pour répondre à cette question, mais il se trouve que son secrétaire général, qui a hiberné, c'était l'hiver, donc le 24 février, et le 25 février et le 26 février, on n'a pas entendu. Puis, dans le courant du printemps, il a commencé à s'exprimer, mais sur des questions humanitaires liées à la situation que subissaient les Ukrainiens. Mais l'ONU n'est plus ce que l'était. Mais si vous voulez, si telle est votre idée, votre ambition, que l'ONU se dissolve, il faut peut-être penser à répondre à deux questions. Faut-il quelque chose pour remplacer l'ONU? Je suis certain que oui. Et ce qui remplacerait l'ONU serait-il mieux ou pire que l'ONU actuellement, qui effectivement est l'objet d'un certain nombre de critiques, et pour certaines d'entre elles à bon droit, parce que les secrétaires généraux de l'ONU d'aujourd'hui ne sont pas ceux qu'on a connus il y a quelques décennies, et qui étaient des acteurs de la paix, qui étaient des personnalités qui étaient capables soit d'empêcher un certain nombre de conflits d'éclater, soit d'en limiter les effets ou d'en limiter la durée. Peut-être un certain nombre de secrétaires généraux, aujourd'hui, sont choisis aussi parce qu'ils n'ont plus cette capacité. Mais vous savez, la Société des Nations n'a pas résisté à la Deuxième Guerre mondiale, on a créé autre chose de plus ambitieux qui a quand même longtemps très bien fonctionné. Je ne m'aventurerai pas à recommander la fin de l'ONU. C'est juste que l'ONU fait partie du vieux monde de Yalta et de Potsdam. Or, vous savez, le mot de l'année qu'ont choisi les Allemands, c'est, si ma mémoire est bonne, mon allemand est très mauvais, c'est Zeitwende, je pense, c'est le changement des époques. Alors, on n'est plus dans le monde de Yalta et de Potsdam. Et ces organisations, et Kissinger qui veut que la Russie reste telle qu'elle est, au lieu de peut-être aider sa dissolution. Moi, je souhaiterais que la Russie apprenne à devenir petite et devient petite. C'est vrai. Ça va faire du bien à tout le monde, comme l'Italie. Et l'Italie, c'est un très très beau pays. Pas la peine de pleurer l'Empire romain. Cet empire ne fait que nuire, y compris à nous. Il faut qu'on accepte qu'on est petit. Notre territoire est à 80% inhabitable. On vit dans un mythe. Et on vous nuit, vous, avec notre mythe, avec ce monde. Il faut qu'il redresse. Il faut le laver à 90 degrés pour qu'il devienne une petite chaussette. Mais si l'ONU est née effectivement à une autre époque qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de principes qui sont au fondement de ce qu'a été la constitution de l'ONU, qui continuent à produire des effets, et des effets qui ne sont pas d'ailleurs ceux que souhaitent parfois les États occidentaux. Le fait que chaque État ait une voix à l'ONU, même de tout petits États qui comptent quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'habitants, c'est un principe très important du droit international. Alors, il y a une autre option,
que de dissoudre l'ONU, c'est de réformer l'ONU. Mais pour réformer l'ONU, il faut qu'il y ait un très large consensus des États membres. Et ce consensus, il n'existe pas. Il y a bien un certain nombre d'idées qui sont émises. Parfois, est-ce qu'il faut uniquement que les 5 pays actuels qui sont membres permanents du Conseil de sécurité le demeurent? Est-ce que d'autres pays doivent devenir membres permanents? Est-ce qu'il faut une sorte, comme pour l'ensemble du Conseil de sécurité, qui est plus large que les 5 membres permanents, un mouvement tournant? Et je pense que cette réforme, elle est, si ce n'est impossible, très difficile, parce qu'il y a beaucoup d'États qui ont des ambitions nouvelles. L'Allemagne, bien sûr, qui ne cache plus ses très grandes ambitions sur la scène internationale. Et puis des États qui ont émergé à une époque où ils n'existaient même pas au moment de la création de l'ONU, comme l'Inde, bien entendu, et puis des pays africains qui ont au moins pour eux une immense population de dizaines de millions d'habitants, et bientôt de plus de 100 millions d'habitants pour certains d'entre eux, sans parler du Brésil, peut-être de l'Indonésie. Donc réformer l'ONU, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est trouver un consensus pour que ceux qui ont le plus de pouvoir aujourd'hui n'y renoncent pas totalement, que ceux qui ont des aspirations trouvent que ce qu'on leur accorde est suffisant. Je ne sais pas qui est en mesure aujourd'hui d'imaginer et de proposer une réforme de l'ONU qui puisse être acceptée par les États membres. Vous parlez de l'Afrique. Que disent les renseignements à propos de l'aéroport de secours, l'aérodrome de secours de Poutine et de Prigojine, qui est l'Afrique? Et à ce propos, une autre question, presque blague. Dans la République du Centrafrique, il y a une semaine, on a tué le président de la maison russe. C'était comme quoi ils comprennent mieux qui est le vrai danger dans le renseignement. Ils ont commencé par le chef de la maison russe, de la maison de culture. Oui. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent les renseignements, l'appareil de renseignement français ou d'autres appareils de renseignement, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une vaste offensive de la Russie en Afrique, comme il y a eu, et elle continue, une vaste offensive chinoise, d'abord dans le champ économique, mais qui est maintenant dans le champ culturel, évidemment dans le champ politique, comme il y a des ambitions qui se manifestent et qui se concrétisent de la Turquie également en Afrique. Bien, vous savez, ces 3 pays, pour parler d'eux, sont totalement décomplexés quand il s'agit de gagner en influence dans un certain nombre de parties du monde pour différentes raisons. Une de ces raisons, et ça rejoint les valeurs auxquelles vous êtes attachés, c'est que ces 3 pays, la Chine, la Turquie ou la Russie, ne s'encombrent pas de lutter vraiment contre la corruption, notamment la corruption transnationale en matière de contrats de toutes sortes, et donc qu'ils ont des moyens financiers suffisants pour obtenir souvent ce qu'ils souhaitent dans ces pays. Et comme en face, des pays occidentaux, notamment la France, ne veulent pas utiliser un certain nombre de méthodes au nom de valeurs, et moi je souscris totalement à cette politique, la partie devient plus difficile et parfois déséquilibrée. On le voit bien, vous citiez la République centrafricaine, ce qui est encore plus spectaculaire, c'est l'offensive russe au Mali, alors que l'intervention française de 2013 visait certes à protéger des intérêts français, des intérêts européens, mais à défendre aussi les intérêts du peuple malien et du gouvernement malien. Et on voit que quelques années plus tard, la propagande russe, l'utilisation des fameux Wagner au Mali comme en RCA, et de bien d'autres vecteurs, notamment dans le champ culturel et dans le champ de l'information, ont conduit à ce qu'une partie de la population de ces pays, je vais dire, déteste la France, mais un discours assumé, anti-français, anticolonialiste, alors que ce que font les Russes, les Turcs ou les Chinois en Afrique, c'est du colonialisme, alors sans commettre trop d'exactions, s'agissant des Russes, mais enfin en commettant un certain nombre, mais sans respecter en rien ce que sont ces peuples, ce que sont ces pays et ce que sont ces gouvernements. Mais alors, pourquoi ça marche ? Ça marche parce qu'ils ont décidé de mettre les moyens nécessaires, que les endroits qu'ils choisissent sont assez réceptifs aux méthodes qu'ils utilisent, et que du côté occidental, on vit encore, s'agissant de la France, on est quand même encore en partie entravé par le complexe colonial, et qu'il y a un certain nombre de méthodes
dans le champ commercial, mais dans le champ de l'information aussi, ou dans le champ de la propagande, que ces pays occidentaux ne souhaitent pas utiliser parce qu'ils considèrent que ce ne sont pas des méthodes qui doivent être employées pour, à la fin, manipuler des masses. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est de mettre à son service ou d'avoir à ses côtés des pays, des peuples et des gouvernements entiers. Vous êtes d'accord, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, au fond, c'est la guerre entre la démocratie et l'autorité, l'autocratisme. L'autoritarisme ? Oui, l'autoritarisme. Et quelle chance vous donnez à ce que la démocratie gagne ? Ah, Étant donné que derrière, il y a quand même des pays qui peut-être se frottent les mains et disent on va voir ce qu'on va voir. Non, j'ai une conviction très profonde, c'est que à la fin, c'est toujours les démocraties qui gagnent. Et je crois que l'histoire, au moins celle du XXe siècle, le montre, c'est que les pouvoirs autoritaires peuvent se donner des moyens considérables pour étendre leur pouvoir, pour contrôler la population, pour resserrer de plus en plus l'étau, pour mener des actions de plus en plus offensives vers des adversaires. Je parle de pays adversaires, notamment les pays occidentaux. Mais je crois que ces dictatures, régimes autoritaires, etc., sont traversés de tellement de tensions et de contradictions que même s'ils peuvent tenir des années, des décennies, plusieurs décennies, à la fin, ils craquent forcément. Et alors les démocraties ont toutes les imperfections qu'on leur connaît et qu'on met souvent en avant, mais je pense que ce sont des sociétés qui sont capables de régler. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est satisfaisant, ça ne veut pas dire que c'est fait au moment où ça mériterait d'être fait. La plupart des tensions qui les traversent, à travers l'élection parfois, avec des alternances ou des aventures, ou à travers des mécanismes de régulation interne. Donc je n'ai aucun doute sur le fait que les démocraties gagnent à la fin. Que Dieu vous entende. Parce que, à votre avis, parce que ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de diurne, si on est condamné à ce que la démocratie gagne. Mais imaginons si Hitler n'avait pas fait l'erreur d'attaquer l'Union soviétique, ça serait aujourd'hui peut-être l'Allemagne ici. Alors, l'histoire-fiction, c'est une science extrêmement difficile. Oui, enfin, si Daladier, qui était le ministre, le titre exact, ça doit être de la Défense et des Armées à l'époque, en 1937, en France, avait accepté le plan que lui avait proposé le deuxième bureau, c'est-à-dire le service de renseignement militaire de l'époque, qui consistait, c'était très simple, le chef du deuxième bureau et son adjoint qui était chargé de l'Allemagne lui ont proposé le 12 juillet 1937 un plan très simple consistant à éliminer Hitler, parce qu'un Français qui vivait en Allemagne et qui était atteint d'un cancer, il savait qu'il avait encore quelques mois à vivre, savait, parce qu'Hitler était déjà protégé mais il n'était pas totalement inaccessible, il était en mesure, à l'occasion d'une de ses apparitions publiques, de l'éliminer avec une arme à feu simple. Et Daladier, en recevant le chef du deuxième bureau français et son adjoint, a rejeté catégoriquement ce plan en disant « La France n'élimine pas les chefs d'État ou de gouvernement de pays voisins ». Voilà quelque chose qui aurait radicalement changé le cours de l'histoire, ça c'est certain. Mais si Hitler n'avait pas fait l'erreur d'attaquer l'Union soviétique, je crois qu'il aurait de toute façon fait cette erreur. Peut-être pas au mois de juin 1941. Il l'aurait fait sans doute plus tôt s'il avait eu les moyens militaires de le faire. Il l'aurait fait plus tard s'il fallait que son arsenal se mette en place. Mais c'était son ambition. Je n'ai jamais lu Mein Kampf, mais je crois que tout est dit dans Mein Kampf sur ce qu'a fait Hitler et que son ambition de s'étendre à l'Est et bien au-delà de la Pologne était certaine. Et d'ailleurs, Staline le savait. Bien sûr, bien sûr. Staline, il y a un auteur d'histoire russe qui... et d'ailleurs, Suvorov, dont je vous ai parlé, il parle du plan de Staline d'envahir l'Europe. En fait, ils se sont un peu bouffés tous les deux. Ils se sont confondus. C'est certain. Et sur ce sujet d'histoire plus tout à fait fiction, vous savez que Churchill, après la défaite nazie, avait imaginé un plan unthinkable, donc impensable, consistant à ce que les Alliés occidentaux
entreprennent immédiatement une guerre contre l'URSS. Et les Américains n'ont pas souhaité, mais... Son génie l'a quitté à ce moment-là. Alors je ne sais pas si son génie l'a quitté. Il est certain que Il aurait dû. les peuples européens avaient déjà énormément souffert, que les armées alliées, donc y compris les Américains, avaient déjà payé un très lourd tribut pour la libération de l'Europe, et que continuer la guerre contre un adversaire qui était militairement encore très puissant, ça aurait été une aventure... Voilà l'exemple de rapporter à demain, ça vous attrape. Et aujourd'hui, quand Kissinger dit pause, c'est que cette pause, elle va condamner nos enfants à répondre. En fait, Churchill, par son non-action, par sa fatigue, par la fatigue de son peuple, de son électorat, a condamné ses petits-enfants à rencontrer le même problème avec Poutine. Et est-ce que Vous êtes d'une sévérité... Mais oui, parce que la Russie avait la chance d'être combattue par le camp démocratique. Au lieu de ça, elle est sortie renforcée à cause de la démocratie. Parce que jamais l'Empire soviétique n'était aussi fort, ne serait-ce que par le territoire, que l'Empire russe. Oui, mais tout alors, ça grâce à la démocratie. Si vous considérez que Churchill a fait une erreur, on peut considérer que les Américains, presque quelques semaines auparavant ou quelques mois avant, ont fait une autre erreur. C'est de laisser délibérément l'armée rouge aller jusqu'à Berlin, alors que les armées alliées avaient la possibilité d'aller jusqu'à Berlin, mais elles ont freiné, ça fait freiner, leurs chefs les ont fait freiner. Et si Berlin n'avait pas été conquise par l'armée rouge, ça aurait peut-être aussi changé, dans de moindres proportions, mais l'histoire au moins de l'Europe. Mais ce que vous dites, en fait, a une traduction simple, mais je crois que c'est votre opinion. Si ça n'est pas le cas, vous, évidemment, vous direz ce qu'il en est. C'est que ce combat des démocraties, ce combat du respect du droit international, finalement, ce combat de l'ONU, même si l'ONU est peu présente dans ce conflit, ça ne peut avoir qu'une traduction pour que ce soit les valeurs qui gagnent. C'est que l'intégrité territoriale de l'Ukraine, telle qu'elle est reconnue par la communauté internationale, redevienne une réalité, et donc que l'armée russe soit repoussée du territoire ukrainien. On a pu penser en 2014, on en était certain, mais dans les jours et les semaines, peut-être même les mois qui ont suivi le 24 février de cette année, peut-être quelques gouvernements occidentaux ne partageaient pas tout à fait cette option. Et on a vu que l'évolution du conflit, non seulement sur le plan militaire, mais les décisions qui ont été prises à Moscou, très loin du droit de la guerre, et la détermination des Ukrainiens ont conduit à ce que, je crois, il y ait maintenant un très large consensus, si ce n'est un consensus total du côté occidental, pour que ça soit ça la perspective, la seule qui soit acceptable. Et c'est, à mon sens, pour ça qu'il y a un très fort soutien politique, économique, financier et évidemment militaire à l'Ukraine, sans quoi la démocratie perdra, au moins pendant un certain temps, dans de nombreuses parties du monde et ailleurs en Europe vraisemblablement. Vous parlez de deuxième bureau et de tentative d'assassinat de Hitler. Que disent les renseignements Allez, que dites-vous aux renseignements pourquoi tous ces gens qui sont tellement forts, avec leurs armes tellement précises, c'est au nom de la démocratie qu'ils ne veulent pas éliminer Poutine? Non, je crois que c'est infaisable. Je ne sais pas si c'est infaisable, mais c'est surtout un principe de réalité. Regardez, la CIA, malgré sa puissance, n'a jamais réussi à éliminer Fidel Castro. Et des tentatives, il y en a eu beaucoup, certaines sérieuses, d'autres plus comiques. Il y a même eu c'était un grand amateur de cigares, un cigare contenant un explosif qui est arrivé jusqu'à lui, et tout ça n'a pas fonctionné. Donc ça a pu résoudre un certain nombre de problèmes dans un certain nombre de pays à certaines époques, et pas jusqu'à la fin du XXe siècle, mais en partie. Mais finalement, ça ne résout rien. Ça ne résout rien si le régime... Ça peut résoudre les choses si le régime repose sur un homme ou une femme.
des dictatrices, il y en aura, rassurez-vous. J'espère bien. Il y en aura. Mais voilà. Mais sinon, le dictateur ou l'autocrate qui est à la tête de son pays, il est à la tête d'un système. Et le système Vous me faites plaisir. Vous êtes le seul qui dit ça. perdure. Ben, ça rejoint peut-être ce que je disais tout à l'heure sur... Non, parce que tout le monde, effectivement, ça me fait tellement plaisir parce que tout le monde parle de l'élimination de Poutine. Moi, personnellement, je pense que ça ne résout rien parce que Poutine, c'est une petite vis d'une grosse machine. Son élimination politique, à mon sens, en fonction de qui lui succéderait, pourrait résoudre un certain nombre de problèmes. Mais son élimination physique, rien. Est-ce que j'ai raison si je dis que personne ne veut l'éliminer, mais tout le monde voudrait l'oublier, juste? Je pense que le jour où il quittera le pouvoir, que ce soit Ça arrangerait tout le monde. à travers l'élection, je crois qu'il y a des élections en Russie en 2024, je crois, les élections J'ai jamais présidentielles. voté, je ne sais pas. Donc, soit à travers l'élection, il lui arrivera peut-être aussi un jour de mourir de mort naturelle, quand personne ne le sait, soit qu'il soit éliminé politiquement par des concurrents, par des adversaires. À Moscou, je pense qu'effectivement, beaucoup de gens souhaiteront oublier son existence. Ouais. Que papy aille dans son château. Oui, ben comme pour bien d'autres raisons, tout le monde, surtout en Russie, a oublié et voulu oublier Gorbatchev. Oui, tout à fait. Je ne pense pas que c'était un homme bien, Gorbatchev. Il a massacré beaucoup aussi. Oui, on est d'accord. Et puis, je vous interromps un bref instant, on lui a quand même donné les clés d'un empire, et en 7 ans, il a rendu les clés non pas de l'empire, mais enfin c'est une liquidation, non pas judiciaire, mais une liquidation totale de cet empire auquel il est arrivé. Oui. Qui a inventé le mythe? Est-ce que c'est l'Occident qui a inventé le mythe que l'armée russe est la deuxième armée du monde? Les Russes et les Occidentaux ont travaillé en commun à cela, pour des raisons différentes. Les Russes parce que ça montrait qu'ils étaient très puissants. Je ne suis pas spécialiste du renseignement, mais il se fait qu'en 91, quand il y avait le putsch, j'étais à Moscou et j'étais chez une amie et je voyais les chars arriver à Moscou. La plupart des chars tombaient dans des comment on dit, les bords des routes. Les fossés. Parce qu'on ne savait pas les conduire. Oui. C'était il y a longtemps. Ça n'a jamais été la deuxième armée du monde. Étant donné moi-même militaire, pas de profession mais d'obligation, on n'apprend rien à l'armée russe. Peut-être même qu'à nous qui étions à des universités, on passait des examens de tir, des trucs comme ça, mais ceux qui sont dans l'armée, qui sont appelés, on leur apprend rien, ils balayent les rues, dans le meilleur des cas. Mais il y a deux choses dans votre question et dans vos observations. D'abord, il y a la question de savoir comment on classe finalement les armées, qui fait le ranking, qui est capable de déterminer que telle ou telle est la première, la deuxième, la troisième. Nul doute que l'armée des États-Unis est la première au monde, et ce n'est pas une question de nombre, bien sûr, c'est une question de capacité, de compétence, avant tout. Mais un des grands échecs de la CIA, ça a été très bien dit, son nom m'échappe, je le regrette, par un des collaborateurs du ministre de la Défense américain au début de l'époque Reagan. Il a dit dans des interviews bien plus tard que la CIA était formidable pour un certain nombre de choses, notamment d'opérations très sophistiquées. Pas Pates ou un truc comme ça? Peut-être, oui. Oui, il a écrit des mémoires. Mais que la CIA était totalement Mm. passée à côté, s'agissant de la connaissance de ce qu'était l'économie soviétique, ses forces et surtout ses faiblesses, et de ce qu'était cette économie, de ce qu'était aussi son potentiel scientifique, découlait évidemment ce que pouvait être l'armée rouge. Tout comme, dit-il, la CIA a totalement sous-évalué quelle était la part du produit intérieur brut soviétique qui était consacrée à l'armée rouge. Disait-il, les estimations qui étaient faites, c'était 10, 15, peut-être 20% au maximum, alors que c'est allé manifestement jusqu'à plus de 40%, ce qui a totalement ruiné
l'URSS et qui a été une des causes de son effondrement. Donc, est-ce que là... Mais il faut dire que dans le même temps, le complexe militaro-industriel, pour utiliser une expression qui décrit bien les choses, américain, avait tout intérêt à surévaluer la puissance soviétique pour obtenir des contrats, évidemment, pour développer toutes sortes d'armements. Mais je crois que si on se place après 1991, pourquoi avoir surévalué la puissance de l'armée russe? Pour deux choses. D'une part, elle dispose de l'arme nucléaire, et on imagine mal, finalement, qu'un État qui dispose de l'arme nucléaire n'ait pas aussi des forces conventionnelles, disons, d'un volume et d'une qualité suffisante. Et puis, il y a le nombre, c'est-à-dire le nombre d'avions, le nombre de chars, le nombre de canons, le nombre de militaires russes, depuis 1991, est resté tout à fait considérable. Et donc, c'est cette vision qui était peut-être un peu déformée. Et puis, l'armée russe n'a pas combattu depuis 1991, si ce n'est dans des guerres, soit au sein de la fédération, soit à ses marges, et des guerres qui étaient totalement asymétriques. C'est comme aujourd'hui, essayer d'avoir une idée sur ce que sont les performances potentielles de l'armée chinoise, c'est extrêmement difficile. La dernière fois qu'elle s'est battue dans une guerre conventionnelle, c'était en 1979 contre le Vietnam, elle a pris une raclée phénoménale. Les choses ont beaucoup changé. Mais conduire des opérations militaires qui sont forcément... C'est beaucoup d'interopérabilité entre la marine, entre l'aviation, entre les troupes au sol, avec le renseignement, et d'être capable, sur le champ de bataille, de pouvoir réagir le plus rapidement possible. Ce qu'il en est de l'armée chinoise, on ne le sait pas. Et ce qu'il en était de l'armée russe, on l'a, je crois, tout à fait surévalué. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'armée russe est devenue la deuxième armée d'Ukraine. Certes. À ce propos, il y a une espèce de schizophrénie dans la presse française, parce que d'un côté, on ricane des Russes parce que, oh là là, ils voulaient... parce que maintenant, les Britanniques ont publié hier, je pense que les Russes voulaient envahir l'Ukraine, non pas en 3 jours, mais en 18 heures. Et que voilà, ils savent rien faire, et que les Ukrainiens vont gagner, bref. D'un autre côté, ce mythe de deuxième armée du monde. Je pense qu'il y a 3 ans, je ne sais plus où j'ai lu ça, il y avait une étude, il y avait une espèce de simulation de Troisième Guerre mondiale qui commencerait par Taïwan et où la Russie deviendrait un partenaire mineur de la Chine. Et on a fait la simulation et on en a conclu que ce que vous appelez la guerre moderne, avec les armes que vous avez et que nous on n'a pas, enfin les Russes n'ont pas, ne peut durer qu'1 an. Et après, on bascule forcément, qu'on le veuille ou pas, dans le schéma de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les tranchées et les chars des années 60, 50, ce que les Russes ont aujourd'hui. Est-ce que les Russes, finalement, tout en étant une armée de seconde main, pour ne pas dire la troisième, n'a pas mis le monde occidental face à un problème qu'on voit aussi dans les sanctions. Quand vous, avec vos valeurs, pensez que ça allait s'écrouler, le Russe qui se débrouille en tout, en business, en technologie, quand ici la Mercedes se casse, on me dit achète la nouvelle Mercedes parce qu'il est réparable, le Russe il va la réparer, il va servir encore 40 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement ces chars qui sont ridicules, qui n'ont pas ni chauffage ni air conditionné, qui tirent un peu à côté, ils sont nombreux. Et que Poutine a la possibilité en tant que dictateur de recréer le complexe militaro-industriel, tandis que vous, avec la démocratie, vous n'avez pas ce pouvoir. Vous avez tort. Non, ça m'est pénible, mais je suis en désaccord avec vous. Mais tant mieux. Vous parliez de cette simulation de Troisième Guerre mondiale qui commencera à Taïwan. C'est une hypothèse qui est tout à fait réaliste, bien sûr, mais ce qui a quand même changé dans ce qui peut être l'internationalisation d'un conflit, c'est une confrontation entre 2 puissances nucléaires. Il pourrait y avoir une confrontation militaire entre 2 puissances nucléaires sans engagement de l'arme nucléaire.
une guerre conventionnelle, ou qui démarrait comme étant une guerre conventionnelle. Et Taïwan, finalement, ça pourrait être cela pour une bonne raison, c'est que ça n'est ni le territoire américain qui serait menacé, et ni le territoire chinois, même si la République populaire de Chine considère que Taïwan, c'est la Chine. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'elle est gouvernée par un gouvernement purement taïwanais. Donc ça pourrait être le cas. Combien de temps ça durerait ? Vous dites que ça ne pourrait pas durer plus d'un an avec des armements. C'est pas moi, j'ai lu ça. Oui. Bien sûr, non, mais est-ce que ça durerait aussi longtemps d'ailleurs ? Parce que les moyens, les armes modernes, quand elles sont correctement employées, ont des pouvoirs de destruction qui sont tout à fait considérables. Mais du côté russe, effectivement, il y a peut-être cette capacité à produire de l'armement très peu sophistiqué en nombre, mais est-ce que le nombre suffit ? En fait, je crois que ce qui n'a été vu par personne, semble-t-il, parce qu'on n'a lu ça nulle part, ni dans la réflexion stratégique conduite par les États, ni dans, vous savez, ce fameux document qui paraît tous les 4 ans et qui est traduit dans beaucoup de pays, et en France, sous ce titre totalement impropre, c'est Le Monde, c'est toujours dans une trentaine d'années, vu par la CIA. C'est pas par la CIA, c'est par la communauté du renseignement américain qui fait tous les 4 ans un travail considérable au profit du nouveau président des États-Unis, ou quand il est réélu, du président réélu. Et c'est un travail qui est fait par la communauté du renseignement américain, mais qui consulte des gens dans le monde entier pour comprendre ce que sont les menaces nouvelles auxquelles il va falloir se confronter. Et c'est très intéressant, la France fait ce type d'exercice, il y a des documents publics aussi qui existent, mais les Américains font ça de manière, depuis plus longtemps, de manière beaucoup plus approfondie, et on y trouve depuis longtemps que les questions de changement climatique, par exemple, ou les questions migratoires, sont des questions très importantes pour les Américains, pour la raison toute simple que j'évoquais tout à l'heure, c'est que ça peut constituer des menaces pour la sécurité nationale des États-Unis. Que l'eau monte je ne sais où dans l'océan Indien, etc., si ça n'a pas de conséquences sur la sécurité nationale des États-Unis, ça n'a aucune importance. Mais il se trouve que ça peut en avoir et que ça en aura, évidemment. Mais je crois que la réflexion stratégique en Occident a totalement mis de côté l'hypothèse que nous vivons aujourd'hui, c'est de la guerre en Ukraine, où en fait l'Occident fait, je veux dire, une guerre par procuration. Ce n'est pas la bonne expression, mais fournit du matériel militaire à un État tiers, qui est l'Ukraine, et qui combat un adversaire potentiel quand même depuis maintenant un certain nombre d'années, qui est la Russie. Ça n'a pas été pensé, et on le voit à travers le fait qu'il y ait un certain nombre d'armements conventionnels, de chars, d'avions de combat, de canons, etc., qui existent en nombre limité dans toutes ces armées. Parce que, et s'agissant de la France, qui est une puissance nucléaire, comme son territoire ne peut plus être envahi, sinon l'arme nucléaire rentrera en jeu, eh bien, elle avait une armée qui était une armée de projection, c'est-à-dire pour aller sur des théâtres, notamment en Afrique ou au Moyen-Orient, et avec des besoins en équipement relativement limités. La guerre en Ukraine a totalement Non, mais c'est pour ça que je dis, est-ce que les Russes, parce que bon, vous avez des chars sophistiqués avec joystick et tout, et l'air conditionné, mais il va falloir abattre des avions avec du scotch russe, qui sont nombreux, ou des chars qui sont faits avec du scotch, mais il faut les éliminer avec vos armes qui sont beaucoup plus chères et beaucoup moins nombreux. Et oui, mais dans une guerre... c'est comme ce principe hegelien, la quantité devient la qualité. Que vous imaginez d'une guerre conventionnelle entre la Russie et l'un ou l'autre, ou plusieurs pays de l'OTAN, ça ressemblerait quand même à du tir au pigeon. D'accord. Tant mieux. Revenons à la liste des vendus. Notre Angela Merkel nationale a fait une interview où il dit que l'accord du Minsk était un bluff et que personne n'avait l'intention de le réaliser et de le respecter et que c'était juste une pause prise pour l'Ukraine.
Elle dit ça parce que elle ne veut pas rentrer dans l'histoire comme la collabo du pire régime du monde. Vous pensez qu'elle l'était, la fille du pasteur qui a quitté l'Allemagne de l'Ouest pour aller à l'Allemagne de l'Est, quelle drôle d'idée. Et le business as usual avec Poutine. Elle veut se protéger des accusations qui vont venir un jour. Peut-être. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Évidemment, d'abord, je n'ai aucun élément, et même en faisant une observation de ce qui peut être disponible, à la fois comme information et comme comportement ou comme déclaration, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain s'agissant d'Angela Merkel. Son prédécesseur, lui, après avoir quitté la chancellerie, a été pendant de nombreuses années, jusqu'à ces derniers mois, très bien rémunéré par des entreprises russes. Ça, effectivement, c'est problématique. Mais je pense que le sujet n'est pas Angela Merkel ou son prédécesseur Schröder. La question qui se pose, c'est la politique de l'Allemagne, sa politique étrangère, sa politique économique et la vision qu'elle a de ses intérêts qui l'ont conduit à nouer des liens étroits avec la Russie dans le domaine énergétique, effectivement, pour l'essentiel. Est-ce que c'était l'intérêt de l'Allemagne ? Ça, c'est la première question, mais c'est une question qui appartient aux Allemands. Mais est-ce que c'était l'intérêt de l'Allemagne à court terme, à moyen terme et à long terme ? On voit bien que ça a pu l'être pendant un certain temps et que ça a posé, là, depuis quelques mois, des problèmes très, très importants. Donc, ça ne pouvait pas être l'intérêt de l'Allemagne indéfiniment. Ce qui est certain, même si ce qui s'est passé pouvait être peut-être en partie anticipé, et donc l'Allemagne a peut-être été aveuglée, les dirigeants allemands, mais vous savez, c'est le pays, sa population, ses dirigeants, à la fin, c'est quand même la même chose. Peut-être du fait de leur volonté d'acquérir le plus vite possible une puissance économique la plus grande possible, voilà, fait des choix qu'ils peuvent peut-être maintenant regretter. Mais quand Angela Merkel dit que les accords de Minsk, c'était juste du bluff, c'est un scoop. Et c'est un scoop, oui. Et le seul qui peut dire si c'est vrai ou pas, c'est Hollande. Si j'étais journaliste, je courrais de ce pas poser la question à Hollande. Est-ce que quelqu'un a posé la question à Hollande ? Je ne l'ai pas noté, mais ce qui serait plus intéressant, c'est qu'il réponde et qu'il fasse une réponse sincère sur ce point. Ce qui est très étonnant, c'est effectivement la déclaration de l'ancienne chancelière allemande. Est-ce pour se protéger, comme vous le dites, on peut faire cette hypothèse. Est-ce la seule ? Ça n'est pas certain. Mais à la fin, si c'était une comédie, ça s'est fait quand même, on le voit bien aujourd'hui, au détriment du peuple ukrainien. Donc, les Ukrainiens ont très mal pris cette je le comprends parce que c'est avoué une deuxième faute. La première, c'est de ne pas avoir réagi à l'invasion en 2014, de ne pas l'avoir empêché, de ne pas y avoir véritablement réagi. Et la deuxième, c'est d'avoir créé une illusion qui ne pouvait conduire qu'au massacre que l'on voit depuis le 24 février. C'est une vraiment très étrange déclaration. Oui, mais pour la France... Je suis certain que le président Hollande, s'il est interrogé, s'il répond à cette question, aura une réponse toute différente. Vous avez son téléphone, on y va. Moi, je ne suis pas journaliste, mais j'irai. Il y a un autre personnage qui attire beaucoup de reproches. C'est quelqu'un auprès de qui vous avez travaillé, Sarkozy, parce que on dit Sarkozy a presque obligé la Géorgie d'arrêter la guerre et le vrai début des problèmes a commencé par là. Est-ce que Sarkozy va faire son mea culpa pour plaire aux démocrates ukrainiens et russes ? Le mea culpa, de mémoire, je ne crois pas que Nicolas Sarkozy soit allé sur ce terrain-là. Ce n'est pas dans sa nature, mais j'ai travaillé aux côtés de Nicolas Sarkozy, j'ai travaillé pour le président François Hollande, et j'ai travaillé aussi au profit d'Emmanuel Macron, non pas depuis qu'il est président de la République, mais quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Je ne le connaissais pas avant, je l'ai découvert
à cette occasion, et finalement, ce n'est pas étonnant qu'il soit devenu président de la République. Alors, c'est très facile de faire peser sur Nicolas Sarkozy une responsabilité s'agissant de ce qui s'est passé en 2008. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il est parti immédiatement et qu'il avait, et je crois tout à fait raison, la conviction que la France avait un rôle à jouer pour que ce qui était en train de se passer s'arrête. Et qui d'autre que lui a fait ça à ce moment-là? Si on reparle de 2014, on voit très bien que son successeur n'a pas eu ce type de comportement. Et si on parle, puisqu'on parle des 3 derniers présidents de la République française, et si on parle de la guerre en Ukraine, je crois quand même qu'il y a un certain nombre d'événements qui ne sont pas étrangers à la fois à la première et à la deuxième invasion de l'Ukraine. On l'a dit parfois, mais je pense qu'il n'est pas inutile de le répéter. Le fait qu'à la fois le président français et le président américain en 2013, c'est-à-dire Barack Obama et François Hollande, aient indiqué qu'il y avait une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir en Syrie par Bachar el-Assad, c'est l'utilisation d'armes chimiques et qu'il y aurait des représailles. Et finalement, il n'y a pas eu de représailles. Et donc Vladimir Poutine a vu la faiblesse des Occidentaux. Et il a peut-être mal mesuré en fait la réaction qui a été celle des Français d'abord en 2018. Et en 2018, c'était, et c'est toujours d'ailleurs Emmanuel Macron, président de la République. En 2018, il y a eu une nouvelle attaque chimique. Et cette fois, la France, Emmanuel Macron a décidé qu'il y aurait une riposte. Et d'ailleurs, les Américains et les Britanniques ont tardé à s'associer à cette riposte. Et le président français a décidé que l'aviation française, l'armée de l'air française, irait, même sans les Américains et même sans les Britanniques, parce que la ligne rouge avait été franchie. Et finalement, les Américains et les Britanniques se sont ralliés à la position française, et c'est une opération conjointe qui a été conduite en 2018. Et d'ailleurs, sous commandement français, c'était la première fois que des aviateurs américains étaient dans une opération réelle sous commandement français. Et peut-être Poutine a mal vu la détermination à ce moment-là, en 2018, des Occidentaux, peut-être aveuglé par le fait qu'après Trump, c'était Biden et que Biden avait été le vice-président d'Obama et qu'il avait peut-être en face de lui le même qu'Obama, c'est-à-dire qu'il ne réagirait pas en 2022, puisque... Et je crois qu'il s'est trompé là aussi. En fait, ce que les Ukrainiens et certains Russes disent, c'est qu'il y avait le conflit en Géorgie, Sarkozy l'a arrêté, Merkel a ouvert le lendemain le Nord Stream, et voilà la réelle politique, business as usual, rien de personnel. Rien de personnel. Et après la Crimée, et aujourd'hui on dit on clôt le conflit et on continue de vivre avec cette Russie dont le monde a tellement besoin, apparemment. Non, en fait, c'est ça, c'est peut-être trop court, mais... Non, ce n'est pas trop court, c'est une synthèse, et l'art de la synthèse est difficile, mais je ne crois pas qu'on se dise en Occident qu'on a besoin de la Russie. On fait simplement le constat que la Russie existe, et qu'elle paiera très cher de différentes manières son agression contre l'Ukraine, très cher de différentes manières, peut-être longtemps, peut-être moins longtemps, ça dépendra de l'évolution politique de la Russie, mais on n'élimine pas un État quel qu'il soit, surtout aussi vaste, c'est le plus vaste du monde. Donc je crois que ces discours sont à la fois pour certains l'expression d'une affection excessive pour la Russie, pour son pouvoir actuel, etc. Mais pour d'autres, c'est simplement dire des évidences, mais des évidences qui sont mal comprises, puisque certes, il n'est pas anormal de stigmatiser la Russie aujourd'hui telle qu'elle se comporte, mais ça ne veut pas dire qu'elle a vocation à être stigmatisée pour des millénaires. On parlait tout à l'heure de la Géorgie, et je me suis souvenu de ce pauvre Saakashvili dont le monde entier, que le monde entier a oublié. Il est plongé dans la démence et malade de la tuberculose. Lui qui était le patron de la Révolution des Roses. Que deviendra, à votre avis, Zelensky une fois
la guerre finit, est-ce que l'Occident va lui pardonner son arrogance? Oh, quelle arrogance! Il est arrogant, il tord la main à tout le monde, il dicte ses règles, il change le monde. Non. Est-ce qu'une fois la guerre terminée, on va lui pardonner ça? Non, il ne dicte pas ses règles. Il fait ce qu'un président à la tête de l'Ukraine doit faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se soumettre à ses alliés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des désaccords. Il y a toujours des désaccords entre alliés. Et là, les désaccords peuvent être parfois très importants. On le voit d'ailleurs à chaque fois qu'il réclame des armes qui n'y ont pas, des types d'armes qui n'y ont pas été encore fournis. Mais il est dans son rôle et selon moi, il a raison. Mais ça ne veut pas dire que ces désaccords qui existent font de lui quelqu'un d'arrogant, d'insupportable, dont les Occidentaux voudraient se débarrasser la guerre finie. Je pense que le risque... Il y a un autre risque, mais je crois que ça ne se matérialisera pas. Ce serait qu'il accepte, dans des négociations dont on ne voit pas ce qu'elles pourraient être, qu'une partie du territoire ukrainien demeure sous occupation russe. Et ça, c'est son peuple qui ne lui pardonnerait pas. Il faudrait peu de jours pour qu'il soit contraint de quitter ses fonctions. Non, je pense que l'avenir politique de Vladimir Zelensky, il dépend des Ukrainiens et des prochaines échéances électorales en Ukraine, mais que les Occidentaux ont là un partenaire qui peut irriter parfois, mais vous savez, l'irritation même entre les alliés les plus solides, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Vous voyez toutes les turpitudes des Américains qui ont espionné tour à tour Angela Merkel, les présidents de la République française, le ministère d'économie et des finances, etc. Pourtant, ce sont a priori des alliés très proches, les Américains et les Allemands, ou les Américains et les Français. Les Américains n'ont de cesse de dire, vous savez, dans des réceptions officielles, dans des discours, la France, notre meilleur allié, le seul allié contre lequel nous n'avons jamais été en guerre. Ben oui, ils sont battus contre les Anglais pour avoir leur indépendance, contre évidemment les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous, les Français, tout ce que nous avons fait, c'est les aider à être indépendants, gloire à Lafayette. Voilà. Mais ça ne les empêche pas de nous faire quelques coups tordus dans le dos. Quelques coups tordus, oui, dans notre dos. Ça n'empêche pas non plus que, par exemple, l'alliance très forte entre Israël et les États-Unis n'empêche pas qu'il y ait des désaccords parfois profonds et même des actes inamicaux qui soient commis. Vous avez peut-être en tête ce qu'a été Jonathan Pollard, un Américain de confession juive qui a trahi les États-Unis. C'était un agent de l'appareil de renseignement américain. Il a trahi pendant des années son pays au profit d'Israël. Il a été condamné, il a fait, je crois, plus de 20 ans de prison. Et puis, il a pu partir en Israël. Et Israël a revendiqué, ce qui est très rare d'ailleurs, le fait que c'était bien un agent au service d'Israël. Donc je crois que l'avenir politique de Zelensky, il appartient surtout aux Ukrainiens. Bon. Non, mais parce que comme il y aura quand même beaucoup d'argent à gérer, je pense qu'on va lui dire maintenant c'est les grands messieurs qui vont gérer tout ça et ils vont prier de dégager. Mais bon, je suis très pessimiste de nature. On parlait tout à l'heure des gens qui énervent, enfin lui qui énerve de temps en temps. Il y en a qui m'énervent beaucoup et je voudrais votre opinion, puisque vous parlez à ceux qui s'occupent des renseignements. Ah bon Qu'est-ce que Girnov? Pourquoi une telle fascination devant quelqu'un? Je vais vous dire une petite anecdote. Quand il a sorti son livre en France, de toute façon, quand il a sorti son livre, je l'ai invité avec son co-auteur ici. Son co-auteur est venu et pas lui. Il dit dans son livre, d'ailleurs il dit beaucoup de bien, entre guillemets, sur les renseignements français qui sont tellement mauvais qu'il paraît qu'on envoie les Russes à Paris quand ils sont rétrogradés, tellement c'est mauvais. Et puis il a aussi dit qu'il a travaillé à la télévision russe. J'ai travaillé à la télévision russe, je ne l'ai jamais vu, personne ne l'a jamais vu. Il indique qu'il a fait l'école de Mgimo et une autre nouvelle star de la télévision française, Melnik, qui a fait Mgimo, je l'ai appelé, il dit je ne l'ai jamais vu. Cela dit, quelques semaines après, Melnik s'est rappelé qu'en effet, bon, je ne comprends plus rien. Pourquoi cette fascination des Français d'inviter pour commenter des choses sérieuses des anciens de KGB, comme si l'ancien ne leur suffisait pas, Poutine?
qui sont des imposteurs, à mon sens. Leur légende ne tient pas. Ils racontent des bobards. Et pourquoi cette fascination devant les anciens de l'ambassade qui sont, somme toute, jamais des anciens? Ben, vous savez, le renseignement fascine. Mm. Et on le voit à travers le succès de la fiction, que ce soit des romans, ceux de John le Carré, ceux du créateur de James Bond, les films, les séries maintenant, fascinent. Parce que, pourquoi ça fascine? Car c'est l'univers du secret. Et donc la fiction dévoile toujours un peu ce qu'est cet univers secret, avec plus ou moins de talent, avec plus ou moins d'intérêt, d'ailleurs. Mais forcément, ça fascine. Alors, avoir sur un plateau de télévision ou entre les mains un livre écrit par quelqu'un qui aurait été pendant longtemps un membre du KGB, forcément ça fascine. Et comme Girnov s'exprime très bien en français, qu'il est très à l'aise, parfois un peu trop d'ailleurs, sur les plateaux de télévision, eh bien je crois qu'il fait de l'audience et que cette audience, eh bien, pour les médias c'est important, et pour les éditeurs, vendre des livres c'est aussi quelque chose de très important. Certains éditeurs privilégient le nombre d'exemplaires vendus plutôt que la qualité de ce qui est écrit. Mais ça aussi, c'est une faille de la démocratie. C'est quand même... on vit une période trop sérieuse pour... Je ne sais pas quelle conception vous avez de la démocratie, mais non, enfin, il n'y a plus de censure en France. D'ailleurs, on peut vivre dans une démocratie avec une censure. La censure en France, elle a encore pris certaines formes, notamment dans le domaine du cinéma jusqu'au début des années 1980. Mais il peut y avoir de la censure dans des démocraties, mais dans notre démocratie en France, il n'y a plus de censure depuis au moins le début des années 1970. Donc, s'agissant des médias, ils quand même doivent remplir un cahier des charges, sont contrôlés par ce qui était le Conseil supérieur de l'audiovisuel, maintenant l'ARCOM, d'ailleurs, qui, à 2 reprises au mois d'avril, et là il y a quelques jours, a mis en demeure Eutelsat, l'opérateur français de satellites de télécommunications, d'arrêter la diffusion de chaînes russes. Eutelsat 13. Mais il y a eu une autre décision qui était la fin du mois de juillet, plus exactement, parce que voilà, cet opérateur français continuait à déverser la propagande russe, à la fois en Russie et dans des territoires occupés en Ukraine. Donc les médias ne font pas totalement ce qu'ils veulent, même si la liberté d'information est très grande. La limite, c'est la désinformation, bien sûr, et c'est la propagande. Quant aux éditeurs, la limite, c'est évidemment celle qui est liée, non pas à la véracité de ce qui est écrit, mais à toutes les règles qui font que la diffamation, la propagation de fausses nouvelles, etc., peuvent être sanctionnées. Non, mais écoutez, que Girnov soit reçu sur des plateaux de télévision où des succès avec ses livres, c'est ainsi. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne prétend pas être un auteur de fiction. Il prétend être... il est invité comme journaliste, presque. Ah, je ne sais pas. Comme il est analyste, invité, comme il est éditorialiste. Oui, ou comme ancien du KGB, mais est-ce un crime que de le présenter ainsi? Oui, bon. Et Fidarovski, lui, c'est un mauvais écrivain ou bon espion? Ah, ça a été un éditeur, je crois, à succès. Il a commis lui-même un peu plus de 40 ouvrages. Je crois qu'il s'est découvert, il y a quelques mois, une mère ukrainienne. Ah oui, il est devenu tout d'un coup ukrainien. Tout à fait intéressant. Écoutez, il est très souvent invité parce que je crois qu'il joue sur le fait qu'évidemment, il a connu l'époque soviétique, qu'il a été proche du pouvoir... il travaillait avec mon père à l'ambassade. Oui. Voilà, soviétique. Et il ne voulait pas rentrer en Union soviétique. Mais je crois que plusieurs de ses interventions que j'ai pu suivre ces derniers mois manifestent une forme de catastrophisme qui convient bien au Kremlin, me semble-t-il. Mais oui. Mais il a toujours dit l'heure est grave. Oui. C'est tout ce qu'il a sorti. Je crois que l'heure est grave pour le pouvoir de Vladimir Poutine, surtout pas pour les pays occidentaux, pour qui la menace nucléaire n'existe pas.
Oui, et là je vois de nouveau le spectre de la sœur de Trotsky qui a toujours tenu à faire publier les œuvres les plus communistes dans des éditions les plus à droite parce qu'elle trouvait que ceux de gauche étaient déjà pris, alors il fallait attaquer ceux de droite. C'est le b.a.-ba, c'est le b.a.-ba de l'influence, hein, bien sûr. Il est inutile d'essayer de flatter les gens qui vous sont déjà acquis. Il faut conquérir d'autres territoires. Et rien de mieux qu'un agent d'influence déguisé en fait en adversaire du pays pour lequel finalement il travaille. Ça a toujours produit des effets spectaculaires. Son nom m'échappe un instant, mais il y a un illégal soviétique extrêmement célèbre qui a fait une carrière extraordinaire, qui a réussi d'ailleurs à être ambassadeur, je ne sais plus si c'est du Pérou, enfin d'un pays d'Amérique du Sud, et il y a une conférence internationale à Rome dans les années 60, où les propos qu'il tenait, il tenait les propos d'un opposant à l'URSS et à l'expansion du communisme dans le monde, a exaspéré son homologue soviétique qui était là, qui n'en pouvait plus, qui avait envie de l'étrangler. Voilà. Mais effectivement, ces agents d'influence, en fait, 99 fois sur 100, ils propagent le discours en fait, des opposants qu'ils veulent être, ils veulent qu'on les considère comme tels, mais de temps en temps, il y a toujours dans leur discours une petite chose qui fait que finalement, la propagande qu'ils sont chargés de diffuser continue à prospérer. Oui, tout à fait. Mais pourquoi, à votre avis, maintenant que j'espère bien que ça va enfin se casser la figure, cette grosse machine de propagande et d'oppression vous êtes vraiment une idéaliste. Non, mais je suis, comment dire, je souhaite à mon pays d'origine qu'elle sorte de ce... Enfin, je lui souhaite la perte. C'est le seul moyen, franchement, parce que je suis profondément anticommuniste. Si, je pense que le seul moyen d'en terminer avec ça, c'est faire comme les Américains, interdire, faire l'illustration. Bref, on ne peut pas espérer la dissolution du Parti communiste en France. Quoique, ça a été fait. Il s'est autodissous. Ça, il a été interdit à plusieurs reprises, mais il s'est, depuis maintenant quelques décennies, autodissous, puisqu'il ne réussissait plus, et il ne réussit toujours pas d'ailleurs, à parler aux électeurs. Donc ma question, les renseignements français savent apparemment qui est qui. Il y a par exemple le nouveau directeur du conservatoire Rachmaninov qui est un très très grand ami non seulement de Depardieu, c'est un grand acteur, tout lui est pardonné, mais de Kadyrov, parce que c'est vraiment, c'est lui qui a produit des films dans ses républiques, et voilà, qui est président du conservatoire, qui était pour moi le seul îlot de la vieille Russie, qui n'était pas bouffé par les communistes. J'avais tort. Si les renseignements français laissent ces gens connaissant ce qu'ils font, pourquoi ? On peut parler de ce qu'il y a de plus sophistiqué dans le métier du renseignement, qui est le contre-espionnage. Mais alors pourquoi tout le monde sait et on les laisse ? Parce que mine de rien, ils font leur travail, leur sale boulot, ils le font, ils continuent de le faire. Alors il y a différents cas de figure, mais s'agissant de personnes qui peuvent être des agents de renseignement étrangers non déclarés, c'est-à-dire, vous savez, dans ces règles tacites qui existent dans le monde du renseignement, on a des représentants de ces services à l'étranger, et on déclare auprès des services des pays dans lesquels ces gens sont en résidence, voilà, qu'ils appartiennent à tel ou tel service, mais la règle, c'est qu'ils ne mènent pas d'opérations offensives contre le pays, évidemment, d'accueil. Mais à part ça, il y a toutes sortes de personnes qui ont des activités de renseignement, mais qui ne sont pas déclarées. Donc tout ça est illégal et contraire, évidemment, aux règles tacites qui existent. Et évidemment, toutes les personnes qui ont des activités de cette nature font l'objet de l'attention du contre-espionnage en France comme ailleurs. Mais pourquoi le contre-espionnage est une activité aussi particulière et aussi sophistiquée ? C'est que souvent, il est préférable de savoir
qui est l'agent étranger et, selon l'expression consacrée, de tirer le fil, c'est-à-dire de découvrir petit à petit quel est son réseau, quels sont ses contacts, qui il a réussi à recruter comme source, quelles sont les informations qu'il envoie à sa centrale, prenons cet exemple, à Moscou. Et c'est un travail qui peut être beaucoup plus efficace que de le mettre hors d'état de nuire. Parce que, pour deux raisons principales, la première, c'est que s'il est mis hors d'état de nuire, il sera remplacé, et il faudra reprendre le travail au départ, même si ça peut handicaper le pays adverse, ça peut aussi handicaper le pays qui mène ses activités de contre-espionnage. Et puis ça permet aussi d'intoxiquer. Parce que quand on connaît les réseaux de ces agents, quelles sont ses sources, la nature des informations qu'il recherche, comment il les diffuse, ça peut permettre de fournir de fausses informations à ces agents, fausses informations qui sont transmises à leur pays d'origine et qui sont évidemment des sortes de bombes à retardement qui peuvent avoir des effets très importants. Donc le contre-espionnage est quand même quelque chose de très très particulier, c'est considéré souvent comme étant le métier le plus haut de gamme dans les agences de renseignement. Bon. Espérons Mais que ça vous va pouvez, servir à quelque vous pouvez chose. lui offrir un billet de retour pour Moscou, si vous le Non, souhaitez. non, il est français, le monsieur. Il est français, c'est ça le problème. Les murs appartiennent à la mairie. Madame Hidalgo pourrait très bien juste fermer le bail et puis voilà. Elle pourrait faire tant de choses. Oui. Est-ce que tout à l'heure, avant de commencer cette vidéo, on a parlé d'un monsieur qui a écrit un livre sur le rôle de Hollywood, Michel Conesa. Pierre Conesa. Pierre Conesa. Est-ce que, à votre avis, Hollywood en fait trop en Ukraine aujourd'hui ou c'est parfaitement efficace? Alors, l'efficacité, c'est une chose. Dans ce domaine, on n'en fait jamais trop, je crois. Parce que la culture, sous toutes ses formes, comme vecteur d'influence, c'est extrêmement efficace en général. Ça a des effets considérables. Les Américains, c'est un rouleau compresseur, donc il n'y a aucune raison que, s'agissant de la guerre en Ukraine, ils agissent différemment de la manière qui est la leur d'habitude, mais je trouve extrêmement efficace. L'efficacité, ça ne veut pas dire que c'est toujours raffiné, que c'est toujours subtil, que ça recueillera les applaudissements de l'intelligentsia. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment l'efficacité, c'est faire en sorte que le message qui doit être diffusé, qui doit être martelé, qui doit être intégré par le plus de personnes possible, le soit. Et l'histoire montre, au moins celle du XXe siècle, qu'ils sont redoutables dans ce domaine. Et donc, quelle est la proportion, quand on voit la machine de propagande ukrainienne, quelle est la proportion de sincérité d'Hollywood? Alors, je pense que vous appelez la machine de propagande ukrainienne, mais comme la machine française ou russe. Hein. Oui, chacun a sa propagande. Je la trouve efficace et totalement inefficace à la fois. On voit bien que le gouvernement ukrainien, l'armée ukrainienne, etc., manie très bien, disons, l'audiovisuel, les médias sociaux. Avec l'aide d'Hollywood. Etc. Il ne faut pas croire que les Ukrainiens sont totalement démunis dans ce domaine-là. Ils ont quand même beaucoup de ressources, ils font preuve de beaucoup de créativité, alors qu'ils soient aidés peut-être, je ne sais pas, c'est vous qui me l'apprenez, mais pourquoi pas, ça, c'est très efficace. Et quand on met en regard cette propagande avec celle du Kremlin, on est quand même assez saisi. Celle du Kremlin est, je trouve, tellement contre-productive, tellement elle est vieillotte, décalée, sans imagination, sans même aucune réflexion sur l'impact que ça peut avoir. Mais je trouve en revanche que l'influence ukrainienne est assez pauvre, au moins en France, quand il s'agit de relais, quand il s'agit de l'activité de l'ambassade d'Ukraine. On voit très peu de représentants de l'ambassade d'Ukraine dans les médias. Je trouve qu'on voit plus souvent d'ailleurs ceux de l'ambassade de Russie que de l'ambassade d'Ukraine. Et je crois qu'ils ont peu de relais, en fait. La Russie a énormément de relais, mais parce qu'elle en a depuis des décennies et des décennies
en France, et donc il continue à œuvrer au profit du Kremlin. L'Ukraine, de ce point de vue-là, est totalement ou très largement démunie. Mais, comme elle est très active par ailleurs, je ne sais pas si ça compense. Pas entièrement, je trouve. D'accord. Quel est, d'après vous, le palmarès de l'espionnage mondial. Je crois qu'il faut faire deux parts. La première, c'est les pays démocratiques, et l'autre part sont les pays non démocratiques, parce que les méthodes qui sont employées diffèrent largement dans les deux. Et comme les pays non démocratiques sont, pour la plupart d'entre eux, soit des dictatures, soit des régimes très autoritaires, ils ont un appareil de renseignement qui est aussi à la fois dimensionné et qui a pour mission le contrôle des populations. Mais si, dans le monde libre, il y a évidemment de très très loin les Américains, parce qu'ils disposent de ressources qui ne sont pas que des ressources budgétaires, mais des ressources intellectuelles considérables. Vous savez, le plus important des services de renseignement américains, c'est la NSA, donc l'agence technique qui collecte, depuis qu'elle a été créée en 1952, toutes les communications qu'elle peut collecter dans le monde. Donc ça a été longtemps des communications radio, satellitaires, téléphoniques. Maintenant, c'est en gros tout ce qui passe par les réseaux Internet, donc aussi les communications téléphoniques. D'ailleurs, c'est dans le monde occidental, la NSA est le plus gros employeur de mathématiciens et d'ingénieurs informatiques, ce qui montre ce qu'est en fait cette machine. C'est souvent russe d'ailleurs. Exceptionnel, d'origine russe. Et puis alors ensuite, effectivement, il y a le Royaume-Uni, la France, Israël. C'est difficile de faire un classement. L'appareil de renseignement britannique est quand même très dépendant, ou largement dépendant de l'appareil américain, puisqu'il y a cette fameuse alliance, les Five Eyes, avec le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc il y a à la fois une mutualisation de moyens, notamment de moyens techniques, un partage d'informations selon des règles qui ne sont pas connues. Donc il n'est pas autonome. Il peut être très performant, l'appareil britannique, évidemment, et il l'est. Mais distinguer ce qui est proprement britannique de ce qui est dû à ces coopérations, c'est difficile. Et donc la France, depuis notamment la révolution du renseignement qui a été faite par Nicolas Sarkozy et Claude Guéant à partir de 2007, est montée en puissance. Et elle est montée en puissance pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'enfin, l'appareil de renseignement était assumé par le pouvoir politique qui a considéré que tout ça, c'était des administrations comme les autres et qu'il fallait s'en servir pour défendre les intérêts de la France ou promouvoir les intérêts de la France avec les méthodes qui sont celles des services de renseignement. Les Allemands sont en train de monter en puissance aussi parce qu'ils ont des ambitions sur la scène internationale et que ça n'est possible ou réaliste que si on a aussi dans sa panoplie un appareil de renseignement important. Alors on cite souvent Israël et on peut faire un parallèle d'ailleurs même dans le même paquet, Israël et la Corée du Sud, qui ont des services de renseignement extrêmement efficaces, mais qui n'ont pas la vocation mondiale qui est celle de la France. Et donc, dans les deux cas, ces pays, leur appareil de renseignement sert avant toute chose à garantir la sécurité et la pérennité de leur État. On le comprend aisément, évidemment, pour Israël. Pour la Corée du Sud, on le comprend aussi, puisque la menace venant de la Corée du Nord existe toujours, et elle est d'ailleurs peut-être même de plus en plus forte. Alors ailleurs, il y a des pays qui sont moins connus pour leur qualité dans le domaine du renseignement, comme la Suède, qui est un pays très performant. Mais ensuite, on arrive très vite à des pays qui n'ont que des capacités ou des ambitions qui sont très différentes de l'ambition française, qui est d'avoir une capacité de renseignement dans tous les domaines et sur toute la planète. Et pour les pays non démocratiques, la Russie, qui reste un pays dans lequel le renseignement est ancré et très, très articulé au pouvoir, bien sûr, et la Chine qui a fait depuis une vingtaine d'années un effort considérable dans ce domaine-là, et notamment dans le domaine technique. C'est très, très difficile d'évaluer la performance de l'appareil de renseignement chinois. On sait qu'il est très agressif, parce que c'est le corollaire de la volonté de domination de la Chine. L'évaluer est très difficile. Mais ce qui fait
distinction aussi, je l'évoquais, c'est que les régimes autoritaires ou les démocraties ont une partie de leur appareil de renseignement, parfois une partie très importante, qui vise simplement à contrôler la population. Mais c'est aussi une faiblesse, parce que ça marche très bien quand il s'agit de réprimer, et ils le font très très bien. Un des modèles, peut-être dans ce domaine, ça a été longtemps la Stasi, en Allemagne de l'Est. C'était quand même assez impressionnant, et l'ouverture de ces archives l'ont montré. Aujourd'hui, c'est très très impressionnant en Chine parce que ça repose aussi sur l'utilisation de technologies de reconnaissance faciale, de traçage des personnes, etc. Donc c'est très très puissant. Mais la grande faiblesse, je trouve, de ces appareils de police politique et de police secrète intérieure, c'est qu'ils sont incapables de déceler en fait les évolutions de la société, les tensions, et que on l'a vu dans beaucoup de pays de l'Est, on l'a peut-être vu aussi dans le cas de l'URSS, sont des appareils répressifs, ne sont pas des appareils qui sont capables de déceler les choses et donc d'offrir au gouvernement, aux dictateurs concernés, la possibilité de procéder à des ajustements quand c'est possible pour éviter l'effondrement. Et voilà, de nouveau, je pense à notre Angela nationale, parce que elle qui Vous faites une fixation. Ah, je fais une fixation, parce que tout d'un coup, cette mamie qui... mamie, comment on l'appelait Vous pouvez l'appeler... Mutter. Mouti. Qui était l'ancienne Komsomol, qui avait des voyages, des voyages en Russie en tant que Komsomol très très active. Et elle qui a quasiment anéanti l'armée allemande, comment ne pas croire qu'elle faisait partie de Stasi ? C'est très facile, je pense que c'est très facile. On parlait de lustration tout à l'heure, un des premiers pays qui a mis en œuvre la lustration, c'est l'Allemagne réunifiée. Et donc les Allemands de l'Est, les ex-Allemands de l'Est, ont eu accès aux archives. Ça a provoqué des drames terribles parce que l'illustration a été faite sous des formes très différentes selon les pays, les anciens pays du bloc de l'Est, ou certains pays de l'ex-URSS ont fait ça. Donc ça a été fait à des périodes différentes, avec un délai différent et dans des modalités différentes. Parfois, ce sont des archives qui sont publiques, qui ont été mises en ligne. Ce n'est pas le cas du cas allemand. Et donc les gens pouvaient accéder à leurs dossiers et donc ont vu qui les surveillait, qui les dénonçait. Leurs pères, leurs frères, leurs enfants, leurs cousins, leurs voisins, leurs collègues, leurs maîtresses. Bon, ça crée des... Je ne vois pas pourquoi, à l'époque où ça a été fait, Angela Merkel était très jeune, n'avait pas d'activité politique d'ampleur nationale. Si elle avait collaboré d'une manière ou d'une autre avec la Stasi, je crois que ça se serait su parce que les archives étaient disponibles. Mais je vais vous taquiner en disant vous faites une fixation. Elle a peut-être mené une politique qui parfois a été, sur certains aspects, correspondait à la politique du Kremlin. Sur l'achat du gaz russe, il y a guère de doute. Mais de là en faire un agent ou un ancien agent ou des services de renseignement est-allemands, ou pourquoi pas, à vous entendre, du SVR ou du FSB, non, ce serait tout à fait exagéré. N'oublions pas, c'est une grande performance qui n'est pas à la portée de tout le monde. Elle a été élue et réélue à 4 reprises, je crois. Ouais. Dans une démocratie qui est une grande démocratie. J'en connais une autre chez nous. En la Russie, c'est aussi une grande démocratie. C'est la démocratie plébiscitaire. Poutine, c'est notre Napoléon III. Ça a été une démocratie imparfaite, comme toutes les démocraties pendant quelques temps après la chute du mur. Mais vous voyez bien que la démocratie s'est rétrécie. Une des manières les plus faciles de rétrécir les démocraties, c'est d'empêcher les concurrents qui auraient une chance d'être élus, de l'être. Vous voyez, les démocraties qui se rétrécissent, on voit le cas de la Turquie, qui était, jusqu'à encore il y a quelques années, une démocratie imparfaite, comme elles le sont toutes, mais la volonté du président Erdogan de rester au pouvoir et de ne pas courir le risque d'être battu à des élections fait qu'il disqualifie aussi ses adversaires les plus dangereux.
Mais oui, oui, le maire de Judiciairement, d'Istanbul, oui, le judiciairement, maire ce qui est, d'Istanbul. dans une démocratie, une En formule France, on assez fait- soft. En France, on fait aussi. Alors je ne sais pas si on le fait, mais on a pu constater que l'élection présidentielle de 2012 a été Oui. effectivement avec Pour si peu de l'em- choses. l'empêchement de Dominique Strauss-Kahn à un traumatisme, et celle de 2017 avec, Oui. non pas l'empêchement, parce qu'il a été candidat jusqu'au bout, et de François Fillon, mais qui était donné gagnant Oui. jusqu'au début du mois de février au moins. C'est un drôle d'épisode. Oui. Vous êtes d'accord que Poutine ressemble beaucoup à Napoléon III, jusqu'à ce que Napoléon III a fait l'annexion de Nice, Poutine la Crimée, et que c'est les démocraties plébiscitaires qui s'appuient directement sur la masse, sans passer par les parlements, des machins, Sont des comparaisons que je trouve difficiles à établir. Ah, vous, les Français, dès qu'il s'agit de Napoléon, c'est intouchable. Même Napoléon III. Mais ce qui est certain, c'est que la fin de l'Empire a été provoquée par une guerre. Oui. C'est certain, à laquelle la France était très mal préparée. Et est-ce que le pouvoir de Vladimir Poutine s'arrêtera avec cette guerre, à laquelle manifestement la Russie était très mal préparée? Peut-être. Bon,